vais organiser cette petite session sur la prise en charge du risque épidémique et biologique. Et donc on va faire ça en trio. Je vais faire un petit peu d'historique et en fait pourquoi finalement ça arrive ici à la Timone, à Marseille. Bernard fera tout ce qui est la partie labo et Jean-Christophe vous parlera des développements récents. Donc moi je vais commencer juste par vous faire un petit historique. Bon, ça c'était pour avoir quelques images qui sont des images bien connues mais qui sont intéressantes puisque tout ça, ça démarre bien avant qu'on connaisse la théorie des germes. En pratique, c'est bien avant Pasteur. Et là, vous avez l'image d'un médecin, a priori. Les médecins universitaires étaient la seule faculté de médecine française. C'est la première faculté de médecine française, c'est Montpellier. Et donc, ces médecins avaient demandé à faire des masques qui les protégeaient des odeurs pestilentielles. Et en fait, parce qu'ils s'étaient aperçus que la peste, ça se transmettait aussi par voie respiratoire. Et donc, c'était les premiers masques en fait, que les gens mettaient pour se protéger de ces odeurs pestilentielles, donc la transmission de la peste. Ça, c'est un tableau qu'on n'aimerait peut-être pas revoir, mais qui traduit un peu l'étendue du désastre de la peste, de la grande peste à Marseille entre 1720 et 1721. Vous voyez qu'à l'époque, ce n'était pas très habité. Au niveau de la Major, il y avait encore quand même de la place, mais que ces épidémies ont été effroyables, quoi. Elles ont été effroyables, vous verrez quelques chiffres après. C'est, à mon sens, en tout cas sur le territoire français, la plus grande des épidémies qui ait existé. Et puis ça, c'est pour illustrer quelque chose que la science, finalement, est parfois une grande inconnue. Ça, c'est Belzunce, vous connaissez tous le cours, bien entendu. Au milieu des râles des malades et des relents de la peste qui bénit toute la ville. En tout cas, un mois plus tard, la peste ne faisait plus aucun mort à Marseille. Pour le récompenser de son geste fort, le roi le nomme à l'archevêché de Laon en 1746. Donc vous voyez comme quoi, de temps en temps, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose en termes d'intervention, mais vous allez voir que quand même on a fait le nécessaire. Donc la peste à Marseille, qui est donc... c'est un port, Marseille, c'est pour ça que la peste est rentrée à Marseille, et c'est pour ça que Marseille est très orientée effectivement vers la prise en charge des maladies épidémiques en fait. Elle a permis quand même de commencer à mettre en place un certain nombre de choses, alors qui ne viennent pas forcément de Marseille, puisque les lieux de quarantaine c'est beaucoup plus ancien, mais ils avaient mis en place des bureaux de santé, donc c'est-à-dire des organismes, alors un peu à l'image de notre ARS actuel, mais beaucoup plus petit. Qui permettait effectivement d'éditer des patentes, c'est-à-dire des espèces de certificats pour se protéger de la peste. C'était des certificats qui étaient délivrés par les consuls des ports de provenance, donc des bateaux, précisant l'état sanitaire de la ville de provenance. Et la patente était dite nette s'il n'y avait rien de suspect dans cette ville. Elle était dite suspecte lorsque dans le pays il y avait une suspicion de peste. Et puis elle était dite brute lorsque la région était connus comme étant contaminés par la peste. Et en fonction de ces patentes, les lieux de quarantaine étaient différents et la durée de la quarantaine était différente. Les lieux de quarantaine, donc, au départ, ont été établis sur l'île Jard, donc au sud de la rade de Marseille. Et si la peste était réellement avérée, à l'île Pomègue, qui avait été aménagée pour recevoir ces navires. Voilà, et les durées de quarantaine étaient effectivement proportionnelles au risque de peste. Quelques images donc, de ce qu'on appelait en fait les lazarets, c'est ça, c'est-à-dire des endroits qui permettaient d'isoler finalement les maladies contagieuses, et en l'occurrence la peste. Donc le plus ancien c'est le Fort Saint-Jean que vous connaissez bien. Le deuxième après ça a été le lazaret catalan ou la Tour Paul qu'on voit à droite, et puis le lazaret d'Arin, alors l'Hôtel-Dieu on ne le voit pas, et le lazaret d'Arin que vous voyez effectivement en bas à gauche. Puis, dans les années 1928, alors c'était assez curieux parce que c'était pour répondre à la protection vis-à-vis de la fièvre jaune. Maintenant, tout le monde sait que la fièvre jaune, ça ne se transmet pas en interhumain, en pratique. Donc, on avait des connaissances quand même sur la transmission qui n'étaient pas vraiment très précises. Et on a construit l'hôpital Caroline. Donc, cet hôpital Caroline, effectivement, sur l'île Ratonneau, si vous êtes intéressé l'été, vous pouvez aller vous balader pour le visiter.
Donc il avait été construit pour effectivement isoler ces patients. En pratique, ils n'ont pas eu de fièvre jaune, mais ils ont eu du typhus, ils ont eu des patients de ce style de maladie, mais typhus qui ne se transmet pas non plus effectivement par voie interhumaine non plus. Voilà. Et puis en 1926, alors sur l'emplacement actuel de ce qui était l'hôpital Houphouët-Boigny, c'est-à-dire à la Calade, il y a eu un hôpital qui s'appelait le Queen Alexandra Memorial Hospital of Marseille, qui a été construit par les Anglais, qui était dédicacé pour justement en particulier prendre en charge les maladies contagieuses et la peste à partir des bateaux. Et puis cet hôpital a été renommé en 1949 Hôpital de la Calade, ou Hôpital Houphouët-Boigny un peu plus tard. Et puis finalement, on a construit, nous, c'est notre entrée finalement dans cette stratégie-là, en 2006, le premier service donc, qui était capable de prendre en charge ce type de malade contagieux en NSB3 au CHU Nord à Marseille. Donc celui que vous voyez à droite, il y avait 6 chambres à l'époque, c'était une petite unité, on va dire, permettant de contenir ces patients. Et on y a vécu là la pandémie grippale, alors la première pandémie grippale récente, c'est-à-dire 2009-2010, et puis quelques suspicions de MERS-CoV ou de maladies virales hémorragiques. Quelques images donc de ce fameux hôpital Caroline, avec à l'entrée, vous verrez que tout ça, finalement, c'est ce qui nous est resté, et l'organisation de l'IHU, en fait, vient de ça. Donc à l'entrée, il y a un espace qui s'appelait la fumigation. Donc là, on y mettait effectivement des herbes, du thym, du romarin, etc., pour essayer de dissiper les miasmes. Ce qui est très intéressant, c'est la localisation de à la fois l'église et à la fois la section logistique. Derrière, vous avez le bâtiment où on préparait les plats, où il y avait tout ce qui était la logistique. Mais les gens qui travaillaient sur la logistique ne voyaient jamais les malades. En pratique, les plats, etc., tout ce qui était les déchets, etc., transitaient en dessous de l'église par ce petit local. Et donc éviter de mettre en contact les gens qui n'étaient pas contaminés avec les gens qui l'étaient. Et puis l'église était au-dessus de là, on ne sait pas exactement pourquoi. En tout cas, je ne sais pas pourquoi elle était placée là. Et donc on avait de l'autre côté de l'île Ratonneau, d'un côté les bains, où il y avait la possibilité de donner des bains, de laver les malades. Juste à côté, le bâtiment qui est un peu plus haut, c'était le bâtiment des malades, qui lui n'avait été orienté de façon à laisser circuler l'air au maximum, parce qu'on savait que une des possibilités de diminution de transmission, notamment des maladies respiratoires, c'est aérer. Finalement, nous ici, on va avoir des chambres en dépression, c'est ni plus ni moins qu'effectivement essayer d'extraire ou de diminuer le taux de contamination de l'air. Et après, vous aviez l'infirmerie qui était juste à côté. Donc l'infirmerie était dans la zone, on va dire, des contagieux, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on a un gros bâtiment qui s'appelle Méditerranée Infection, qui a été qui est géré par la Fondation Méditerranée Infection, qui est une fondation de coopération scientifique qui a été créée en 2011, et le bâtiment a été ouvert en janvier 2017. Et ce bâtiment, en fait, qu'on pourrait intituler un lazaret dans la ville. Pourquoi le lazaret, finalement, est devenu dans la ville ? L'explication est assez claire, c'est-à-dire que quand on est à l'île Ratonneau, à l'hôpital Caroline, les moyens diagnostiques, les moyens thérapeutiques, les moyens, effectivement, d'imagerie sont quand même pas faciles à avoir. Et donc, il fallait se rapprocher de centres performants technologiquement pour pouvoir faire du diagnostic et du traitement de ces malades. Et donc, il fallait organiser un lazaret, mais à l'intérieur, effectivement, d'un centre équipé pour pouvoir faire du diagnostic. Et les missions, c'est d'éviter d'entrer les maladies contagieuses dans les hôpitaux et sur le territoire national. C'est ça notre mission, en fait. C'est d'essayer de choper les premiers cas de contagion et surtout d'éviter que ça se dissémine dans la population. Donc, il faut, les grandes missions, c'est la surveillance épidémiologique hebdomadaire, les détections, tri à l'entrée de l'hôpital et des patients contagieux, établir des circuits courts, avoir une garde bien entendu 24/24 pour pouvoir être disponible pour toute question concernant ce sujet, isoler les patients les plus contagieux et surtout faire un diagnostic rapide au lit du patient, le plus rapidement possible, on va y revenir. Les démarches sont basées sur le syndrome, le diagnostic se fait au point of care, donc c'est-à-dire en pratique au lit du malade, au plus près du lit du malade. Et puis les thérapeutiques doivent être standardisées, et puis bien entendu une sécurité optimisée pour les soignants, ce qui implique des enseignements et des entraînements. Donc très rapidement, ça c'est une coupe du bâtiment à l'époque où on avait fait faire les plans, et on avait distribué ça entre biologie d'un côté,
le soin de l'autre, et au 3e étage, l'ensemble de ce qui est contagieux avec le laboratoire NSB3 et une unité de soins au niveau 3. Bon, hop, je passe là-dessus. Pardon. Le financement de cette structure, de cet institut, en fait, a été de 140 millions d'euros, donc, qui ont été issus donc, du programme d'investissement à venir. 42 millions d'euros de ces 140 millions d'euros ont été donnés, enfin, ont été utilisés pour le bâtiment lui-même. Puis les 100 millions restants, parce qu'on ne donne pas tout hein, quand on fait des trucs comme ça, les 100 millions restants sont restés à la Banque de France, et la Banque de France dégageant 2,3 millions d'intérêts de ces 100 millions chaque année. Ces 100 millions, ces 2,3 millions d'intérêts ont été reversés à la Fondation pour pouvoir effectivement faire fonctionner ce bâtiment. 27 000 m², 75 lits, donc 25 en NSB3, 21 places d'hôpital de jour. Alors on a des missions, on a deux types de missions. On a des missions en période interépidémique et puis des missions, bien entendu, au cours des épidémies. Donc la mission en période interépidémique, c'est la surveillance, l'entraînement et la recherche. Donc sur la surveillance, vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de surveillance à l'IHU, et puis il y a d'autres systèmes de surveillance en France, en Europe et dans le monde, sur lesquels on s'appuie pour effectivement faire de la surveillance. Sur l'enseignement, les maladies contagieuses émergentes et la gestion des patients, on bénéficie d'un enseignement effectivement spécifique et surtout de sessions d'entraînement dont on souhaiterait qu'elles fonctionnent mieux et pour lesquelles il est extrêmement difficile de les faire fonctionner juste pour des raisons effectivement de temps libre des personnels, que ce soit les médecins ou les infirmières. Ces entraînements, on pense qu'il faut au moins 30 à 40 minutes une fois par mois pour pouvoir entraîner les gens à travailler, à s'habiller, se déshabiller en PPI, faire des soins en PPI, faire des prélèvements en PPI, en fait s'entraîner régulièrement pour, on va dire, assurer des soins en toute sécurité. Et puis on fait des exercices de simulation une fois par an. Si on peut faire plus, c'est mieux. On en a fait quand même pas mal et ça progresse assez bien. Voilà, puis en termes de recherche, alors c'est des exemples, hein, il y a plein d'autres exemples. Un des problèmes, on va dire, importants, c'est l'imagerie. L'imagerie utilise souvent des gros moyens, et si on veut faire de l'imagerie par des gros moyens, on est obligé de déplacer les malades. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir de l'imagerie sans déplacer les malades. En scanner à basse dose, ça fait très longtemps qu'on discute d'avoir un scanner ici à l'IHU. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais la question a été posée plusieurs fois pour permettre d'avoir des examens scanographiques sans être obligé de transporter les malades nécessairement dans le grand bâtiment. L'échographie au lit du patient, on a un échographe transportable qui peut se faire au lit du patient maintenant. On est en train, ou on va acquérir, on va voir un peu si c'est possible, des petits échographes, donc pour pouvoir faire ça plus facilement. Et puis après, on a travaillé, enfin, moi j'ai travaillé à un moment donné avec effectivement la possibilité de développement de ce qu'on appelle monitoring en temps réel par gilet intelligent avec le CEA et le LETI. Pour l'instant, ça a été quelque chose qui a été abandonné. Une des missions importantes, c'est réduire le temps de diagnostic. Et ça, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire, plus vous réduisez le temps de diagnostic, et surtout le temps d'élimination, d'écart du diagnostic, parce que c'est ça qui est important. Sur l'ensemble des patients qui se présentent, on a eu que des fausses alertes pour l'instant. Je ne parle pas de l'épidémie de Covid, bien entendu. On n'a eu que des fausses alertes, et donc le problème, c'est d'essayer de lever l'alerte le plus rapidement possible pour réintroduire le patient dans un système de santé standard qui lui donne a priori plus de chances quand même en termes de pronostic. Donc l'idée, c'est d'aller très vite, donc c'est pour ça qu'il y a des point of care qui ont été développés, des diagnostics qu'on essaye d'avoir de plus en plus rapidement, donc par un certain nombre de techniques que vous connaissez ou dont on vous reparlera. Bernard vous reparlera. Sur le plan thérapeutique, eh bien, il faut essayer de raccourcir les traitements. Alors ça, c'est des exemples un petit peu qui sortent peut-être un petit peu du cadre, même si ça fait partie effectivement des bactéries qui sont difficiles à traiter et qui sont diffusables. Voilà. Bon, moi, ma mission à moi, elle s'arrête là. En situation de crise sanitaire, on a un certain nombre de points à mettre en place. L'identification et l'isolement des contagieux, on en a parlé tout à l'heure.
assurer la sécurité des soignants tout en procurant des soins optimisés aux patients. C'est pour ça qu'on a fait des lazarets dans la ville, dans les centres. D'accord. Et puis raccourcir le délai diagnostique et la durée de traitement. Et ce sera Jean-Christophe qui va vous expliquer tout ça. Voilà, donc Jean-Christophe vous expliquera tout ça. Moi, je vais commencer par reprendre un petit peu l'historique du laboratoire de crise en maladies infectieuses et comment il s'est structuré ce laboratoire. En fait, c'est la conséquence de plusieurs crises qui se sont suivies les unes après les autres. Alors, pour ceux qui se rappellent, il y a eu les crises des poudres. Donc, moi, je les ai toutes citées, on va les revoir. Donc, ça commence en 2001 avec la crise des poudres de Bacillus anthracis. Alors, pour ceux qui se rappellent, il y a eu les attentats de 2001 sur les tours jumelles. Et puis, il y a soi-disant des tas d'anthrax qui étaient stockés par Saddam Hussein. Et il y a des gens qui ont commencé à envoyer des enveloppes avec des spores d'anthrax aux États-Unis. Et donc ça crée une psychose, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits malins qui ont commencé à envoyer des poudres partout. Et donc je me rappellerai très bien, pour moi personnellement, ça a commencé en novembre, un week-end de novembre, où j'étais le samedi, où donc je venais valider les résultats au laboratoire, et je repars, et à midi, un réanimateur qui m'appelle, et il me dit ouais, j'ai les poudres là, mais il n'y a personne qui veut me les analyser. Alors que la veille, j'avais entendu Bernard Kouchner, c'est marqué, Bernard Kouchner avait dit, le ministre de la Santé, avait dit tout est bien organisé, en pratique, les laboratoires hospitaliers, ils sont prêts, il y a le CNR à Pasteur, et il y a les militaires, notamment les militaires, à l'époque c'était le CRESA, maintenant c'est l'IRBA. Ouais, sauf que le problème, le CRESA, ils ont reçu quelques enveloppes, ils étaient débordés, les CNR, comme tous les CNR, sont fermés le week-end, et les laboratoires, ils n'étaient pas du tout préparés, on n'avait rien pour faire ça. Et donc on s'est retrouvés dans l'urgence. Ça a été très 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 dur pour sortir de ça, pour mettre quelque chose en place. Mais bon, à cette époque-là, c'est Didier Raoult qui m'avait confié cette mission de rechercher. Il avait confié ça aussi à Pierre-Édouard à désigner les systèmes de biologie moléculaire, il s'en rappelle, voilà. Et donc ça a été très dur, quand même en 18 mois, on a quand même analysé 750 échantillons. Et donc c'était la première fois où on était confronté à ça. Et ça voulait dire que c'est bien qu'il y a quelque chose qui est organisé au niveau national, mais c'est mieux d'être capable de le faire soi-même. Voilà, il ne faut pas compter sur les autres. Alors ce qui est arrivé après, c'était la grippe aviaire. La grippe aviaire, les premiers cas, c'est en 2003. Et à ce moment-là, donc moi j'avais changé, j'étais chef de service, ou je n'étais même pas chef de service d'abord. J'étais là au laboratoire de bactériologie, parasitologie de l'hôpital Nord. Donc là, il y avait le service de Philippe. Et donc Philippe a reçu un patient qui avait une grippe aviaire. Donc les tubes sont partis pour la PCR à la Timone, puisque en haut on n'avait pas de virologie. Et puis ils avaient fait des tubes de NF Biocoag. Moi je me rappellerai toujours de ces tubes qui étaient dans le sachet, qui sont restés sur la banque, et jamais personne dans le service de biologie ou de biochimie d'hémato a voulu les techniquer en disant nous, droit de retrait, c'est trop dangereux, on risque d'être contaminé, on ne veut pas les analyser. Voilà. Donc ça n'a pas été analysé. Donc quand je suis redescendu, j'ai vu ça, que c'est ce qui s'était passé. J'ai dit à Didier Raoult, j'ai dit, tu sais Didier, si le moindre cas qu'on a de patient très contagieux, et encore plus c'est une fièvre hémorragique, le patient, on ne pourra même pas lui faire des analyses de biologie, personne ne voudra les passer. Et donc Didier a dit, banco, on va s'équiper. Donc à cette époque-là, on s'est équipé avec un petit appareil d'hémato, un appareil de biochimie et un appareil de coagulation. On avait mis ça dans le laboratoire commun du P3 de la faculté, on avait une pièce de 10 mètres carrés, de petits PSM, donc ça rentrait dans un espace qui était très restreint. Et puis on avait aussi travaillé sur la détection des agents de la menace épidémique. On avait fait un travail on avait fait ça, Rémi Charel avait fait la partie des virus, moi j'avais fait la partie des bactéries, et on avait mis au système des systèmes avec des contrôles, des plasmides qui permettaient de contrôler nos PCR, et donc on a fait tous les agents qui étaient d'intérêt. Et c'est amusant parce que le système là, je l'ai envoyé l'année dernière à Nancy pour nos collègues bactériologistes de Nancy pour détecter Burkholderia, Pseudomallei, Mallei. Et le système marche. Et puis on avait commandé à l'époque les systèmes commerciaux pour la détection des fièvres hémorragiques virales. Donc après, entre 2003 et 2009, juste pour voir comment était fait le système d'astreinte quand même, c'était basé sur des biologistes, et enfin en pratique c'était toujours moi, quoi, parce qu'il y avait une liste, et donc moi j'étais le premier de la liste, et j'étais toujours appelé, et si j'étais pas là, on appelait Pierre-Édouard, puis en général ça allait pas plus loin, ça allait jamais à Michel, et encore moins à Didier Raoult, voilà, donc c'est toujours nous deux qui étions appelés, et puis si c'était un virus, nous on appelait Rémi Charel ou Xavier pour leur dire, attention c'est un virus, voilà. Et c'était organisé comme ça, et pareil pour les techniciens, il n'y avait rien qui était vraiment structuré, quoi. On avait un tout petit pool de techniciens, c'était des techniciens du P3, certes pour la virologie, c'était des techniciens de la biologie moléculaire. On les appelait, s'ils répondaient en cas d'urgence, c'était très bien, c'était sympa. S'ils voulaient venir, ils étaient bien sympas de vouloir venir, mais enfin ils n'étaient pas obligés.
Il n'y a qu'en cas de crise avérée que là, on pouvait monter un système d'urgence. Mais sinon, il n'y avait personne. Et des fois, on téléphonait, il n'y avait pas de technicien qui répondait, personne qui répondait. Tant pis, on était obligé d'attendre pour avoir l'analyse. Et la réception se faisait au laboratoire de la Timone. En 2009-2010, donc il y aura la crise suivante qui sera celle du H1N1. Donc à ce moment-là, l'hôpital Nord a été fermé. Et pour fermer l'hôpital Nord, on a laissé en place un POC, et donc ce que disait Philippe, un POC, ça a été une évolution qui permettait de faire les choses rapidement. Donc là, finalement, la crise H1N1, elle est passée assez facilement. Le seul truc qu'on s'est aperçu, qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est quand même quand on faisait le POC, ça avait été calculé que pour faire le H1N1, on arrivait à passer 36 échantillons par jour maximum. Donc ça veut dire que dans le cas d'une grosse crise, quand le POC c'est pas mal, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour débiter les choses en cas de crise. Mais bon, honnêtement, la crise s'était relativement bien passée. Puis après, en 2014, il y a eu une épidémie d'Ebola, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premiers patients qui ont été... Le premier patient, d'ailleurs le seul, je crois, qui n'a jamais été rapatrié en France pour un Ebola, qui avait été rapatrié à Bégin. Et là, au niveau du ministère, quand même, ils se sont dit, on n'est vraiment pas équipé pour recevoir ce type de patients, et donc ils ont dit, on va investir. Et donc ils ont investi, ils ont ouvert des crédits. Alors ce qui était très bien, c'est que nous, comme on était déjà pas mal équipés, on a pu acheter 2 PSM3, on est les seuls à avoir 2 PSM3, mais donc le fait d'avoir 2 PSM3, ça permet maintenant de travailler beaucoup plus facilement. En revanche, il n'y avait pas vraiment d'évolution du système d'astreinte, c'était toujours à la bonne volonté des gens qu'on appelait. Et puis, ça entraîne des contraintes, c'est sûr, c'est-à-dire l'appareil de l'ENF, il faut le démarrer tous les jours parce que les tubuleurs restent coincés, et les techniciens s'entraînaient une fois par semaine à faire marcher tous ces appareils. Donc 2017, c'est ce que vous a dit Philippe aussi, c'est l'ouverture de l'IHU. Et là, si vous voulez, on va faire quelque chose qui est l'officialisation du laboratoire ou de l'UF de crise en maladies infectieuses. Donc on change un petit peu de système. On a déjà tout l'équipement, c'est juste la structuration de l'astreinte. Et qu'est-ce qui va se passer? On va passer d'une organisation bancale où j'étais plus ou moins tout seul à faire le truc, et Pierre-Édouard quand j'étais pas là, et puis quelques techniciens de culture en SB3 pour passer à quelque chose de plus structuré, avec des biologistes qui étaient donc Philippe Colson, Sarah Rafi, on sera rejoint après par Céline Boschi et moi-même, et puis le pool de techniciens qu'on a élargi à tous les gens qui sont capables de travailler dans le P3, et donc avec ce groupe de techniciens, on a réussi à avoir quelque chose qui est plus structuré, avec une liste, mais on ne pouvait pas quand même appeler les gens 24 heures sur 24 et le week-end parce qu'on n'avait pas les moyens de les payer. Et donc en pratique, pour faire l'alerte, c'était soit le biologiste, soit le technicien est appelé, soit par la réception, soit par le senior. Bon, mais ça, c'était relativement bien organisé. Et puis en 2020, il y a la crise Covid. Et là, la crise, elle est d'une telle ampleur, finalement, que c'était pas vraiment adapté. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand même? Il y avait les crises de maladies infectieuses qui étaient capables de gérer ça jour et nuit. En l'associant à la biologie moléculaire, ça a permis de répondre quand même à la demande. Et donc, contrairement à tout ce qui s'est passé dans les autres structures qui se sont effondrées, ici, on a continué à tester les malades sans s'arrêter. Tous les malades qui se présentaient, vous voyez tous les malades qui se présentaient, vous n'avez pas connu ça, mais c'est la file qui est dehors, qui allait, si vous voulez, jusqu'à la faculté, si vous voulez. Elle allait la file d'attente, surtout avant qu'il y ait les pompiers. Alors vous voyez, il y a des photos extraordinaires. Moi, celle-là, j'aime bien, celle de la distanciation sociale avec un sac en plastique sur la tête, quoi. Où elle n'a pas dû mourir du Covid, mais elle risquait de mourir d'asphyxie. Des trucs assez amusants. Mais bon, globalement, ça a montré qu'on a réussi finalement à répondre aux besoins. Puis en 2002, il y a eu la crise Mpox. Voilà, honnêtement, on était tellement entraînés que c'est passé sans même qu'on le voit passer, quoi. C'est-à-dire c'est passé très 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 facilement. D'ailleurs, ça a permis de faire, on s'est amusé, on a fait de la métagénomique, on a fait de la culture, on a pu isoler quasiment 200 souches de monkeypox. C'est là, globalement, c'était presque même plus une crise à ce moment-là. Voilà, et donc je laisse Jean-Christophe vous parler des ESR et je reviendrai à la fin pour vous dire ce qu'on fait au labo. Merci Bernard. Donc moi je vais plutôt vous parler finalement de ce qui s'est passé sur le plan de l'organisation territoriale depuis janvier 2024 avec une évolution de l'organisation au niveau national, à la fois sur le plan de la prise en charge des malades et sur le plan diagnostique dont Bernard vous reparlera à la fin. Donc tout ça est rédigé, donc je ne vais pas vous faire le détail précis de tout ce qui est écrit dans l'arrêté du 18 janvier 2024, mais sachez que l'organisation générale
consiste à ce que vous ayez désormais des établissements de santé de référence dits régionaux et des établissements de référence dits nationaux. Certains établissements, enfin les établissements nationaux, assurant à la fois les missions nationales et les missions régionales. Donc vous voyez sur la carte là qui est à droite, globalement que les 6 ESRN en orange sont pour la partie nord de la France, Rennes, Paris, Nancy, pour les zones que vous voyez colorées, plus ou moins appuyées d'un établissement de santé de référence régional. C'est le cas pour Rennes avec Rouen, Angers, Orléans, c'est le cas pour Paris avec Lille, c'est le cas pour Nancy avec Besançon. Et puis dans la partie sud de la France, 3 villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, avec pour nous la particularité d'avoir un ESR R dans notre zone à Toulouse et un autre à Ajaccio. Schématiquement, parce que je ne vais pas vous détailler très précisément cela, chaque établissement de santé régional doit pouvoir prendre en charge un malade suspect et assurer les premiers éléments du diagnostic. Les établissements nationaux, entre autres missions, qui sont des missions beaucoup d'appui, de soutien, de transfert et d'expertise, nécessitent d'avoir des capacités d'hospitalisation plus prolongées. Concernant, et là encore je ne vais pas vous lire tous les 8 points principaux, le premier c'est diagnostic et prise en charge thérapeutique des risques biologiques, donc pour répondre à ce risque, donc ce qui vous a été décrit depuis le début de ce séminaire. Le second point est d'avoir une mission d'expertise et de conseil, donc les établissements de santé de référence, le maillage territorial prévu, si vous voulez, c'est de pouvoir informer, renseigner, former d'autres établissements de santé de référence sur le plan du risque émergent biologique. Et finalement, on arrive à, ça paraît un peu complexe, mais en fait ça l'est pas du tout, on arrive finalement un peu à cette organisation générale sur le plan territorial. Si un clinicien, où qu'il soit, que ce soit un médecin traitant, que ce soit un établissement de santé, a une suspicion de risque émergent biologique, notamment pour les classes 4, eh bien, le point focal principal, c'est de prévenir le SAMU, si vous voulez, qui lui est territorialement compétent pour se mettre en lien avec l'ESR régional ou l'ESR national en fonction du type de risque, classer et orienter le patient dans les bonnes mesures de sécurité. C'est-à-dire que c'est impératif dès le début qu'il puisse y avoir les différents intervenants pour prendre la décision, parce qu'à l'interrogatoire, en interrogeant bien les malades et en voyant quel est le risque épidémiologique, quelle est la durée par rapport à la durée d'exposition, etc., vous pouvez éliminer des risques, et donc ça ne nécessite pas de prendre toutes les mesures qui sont extrêmement lourdes, comme vous le savez. Pour le point spécifique, donc tout ce qui est MERS, coronavirus, Mpox, etc., bien entendu, c'est en autonomie sur le plan régional qu'on répond à ces classements de cas. Pour tout ce qui est fièvre hémorragique virale, on demande le soutien du CNR des fièvres hémorragiques virales qui nous aide à classer le cas, à part si c'est absolument pas pertinent. Donc nous on a un numéro unique, et sur le même modèle finalement dont Bernard parlait, d'une sorte de professionnalisation de ces astreintes, grâce au soutien, parce qu'il y a des financements qui sont prévus spécifiquement pour cette activité de REB pour l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille, eh bien on a 6 infectiologues spécifiquement formés au REB qui tournent sur le tableau d'astreinte, et puis 4 biologistes désormais qui alternent pour pouvoir assurer ces missions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Concernant si on fait un tout petit focus sur les missions nationales du REB, déjà le premier point c'est de vous rendre compte, on a beaucoup parlé aujourd'hui pour l'instant des cliniciens infectiologues et des biologistes, mais naturellement la prise en charge du risque émergent biologique, c'est un ensemble de professionnels. Il y a le SAMU, j'en ai parlé, il y a des réanimateurs, il y a des pédiatres, des hygiénistes, des biologistes qui évidemment doivent être impliqués pour tout ça. Donc on a une note technique de cadrage des différentes missions qu'il y a, et en particulier une mission alors qui est pour le SAMU, qui ne nous concerne pas nous directement, c'est assurer le potentiel transport dans ce dispositif que vous voyez ici, c'est plutôt celui de la photo de droite, qui est le dispositif EpiShuttle. Donc il y a 6 EpiShuttle en France, si je ne dis pas de bêtises, et les transports des patients il est recommandé qu'ils puissent être assurés dans ce type de dispositif. Donc tout ça, naturellement, nécessite des entraînements
répéter. Parmi les autres missions, Philippe en parlait, c'est une problématique, c'est cette formation. Donc on arrive à faire des formations, on a un soutien à Marseille du CESU en particulier pour ces formations. Le problème c'est toujours le même, hein, c'est le turnover des personnels, le fait que les effectifs sont parfois un peu en tension, et répéter ces formations, répéter ces entraînements, c'est toujours quelque chose qui est difficile, mais qui pourtant est extrêmement important le jour où le risque arrive. Pour les formations, sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'on a la chance à Marseille avec le CESU 13 d'avoir bon nombre de formations différentes en fonction du profil des professionnels à former, et donc on fait tout ça en collaboration avec nos collègues du CESU. Parmi les autres activités, donc il y a des buts d'animation du réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette, et ça clairement en 2026, il va falloir qu'on se consacre particulièrement à ça, en particulier avec nos collègues de Toulouse et nos collègues d'Ajaccio, des problématiques spécifiques à la prise en charge des malades avec un risque émergent biologique en Corse, des problématiques de transport de patients, des problématiques de transport de prélèvements, donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille avec eux. Parmi les autres missions, donc Bernard en a reparlé, la disponibilité permanente d'un infectiologue, on l'a dit, c'est mis en place. L'unité de soins, Philippe vous en a parlé, elle est en place au 3e étage, et je vais vous montrer des photos un petit peu plus descriptives de notre organisation. Donc vous voyez les photos de l'intérieur du service du 3e étage. Donc on a ce service de 25 lits et séparables en 3 modules, 7 malades pour le premier module, puis 8, puis 10 si on était dans une situation où il y aurait beaucoup de malades à prendre en charge. Bien entendu ça nécessiterait des moyens humains extrêmement tout à fait considérables, et donc on isole cette partie de 7 malades, enfin de 7 chambres pardon, de façon à pouvoir prendre en charge un patient atteint d'un risque, et en particulier d'un agent de classe 4. Donc ça se fait à l'intérieur de l'IHU. Les chambres et l'accès et les pressions sont contrôlés. Il y a une surveillance vidéo dans ces 7 chambres. Il y a la possibilité de scoper les patients. Il y a possibilité également de prendre en charge les patients en réanimation. Alors c'est de la réanimation déportée qui pose un certain nombre de problématiques, mais en tous les cas, les choses sont organisées de cette manière-là, sur une prise en charge réanimatoire au sein du service et au sein de l'IHU. Le plan du service, écoutez, vous le voyez ici, avec les différents modules et puis les différents mouvements des personnels. Donc cette zone qui est complètement isolée au niveau de ce 3e étage. Un SAS pour le personnel, un passe-cassette pour passer les prélèvements qui sont organisés, et puis une zone où les gens, par contre, peuvent être sans problème en soutien, en tenue tout à fait conventionnelle, qui permettent de faire les préparations des soins nécessaires et puis les passer par le passe-cassette. Donc ça, c'est un petit peu les différents points. Sur la biologie, Bernard vous dira très précisément ce qui est fait aujourd'hui, mais en effet, cette astreinte 24-24-7-7, elle est officialisée, rémunérée et prévue, à la fois pour le biologiste et pour le technicien. Parmi les autres missions qui nous incombent, donc la possibilité d'avoir un centre de dépistage, donc ça on l'a démontré par le passé qu'on avait les capacités de dépistage, que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour le Mpox, et également une capacité de vaccination. Là typiquement c'est ce qui a été mis en place au moment de l'épidémie de Mpox, avec à peu près 1800 personnes qui avaient été vaccinées en 2022-2023 dans l'IHU. La capacité d'appui technique et le cas échéant de renfort auprès des établissements de santé font partie des missions. Le stock d'équipements de protection individuelle, ça c'est géré par la PHM et par Audrey Gaudio et les équipes du risque SSE de la PHM, et une filière pour les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Vous savez qu'on a la chance à l'IHU de pouvoir détourner les effluents vers une cuve à javel spécifique qui permet en toute sécurité de traiter ces excrétas, et donc il y a une filière avec un autoclave à l'intérieur de la zone P3 qui permet là encore d'évacuer les déchets en toute sécurité. Ce que je voulais peut-être dire avant de finir et de repasser la parole à Bernard, c'est que clairement, et je pense que c'est important, c'est que c'est tout à fait multidisciplinaire. On nous a beaucoup parlé de clinique, d'infectiologie, de biologie, mais ça va très 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 au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'une équipe que vous voyez en photo ici à l'occasion de la visite de la COREB, avec les différents professionnels
urgentistes, biologistes, réanimateurs, pharmaciens, pédiatres, hygiénistes, la médecine du travail, il y a des problématiques de médecine du travail également dans cette gestion. Et puis, là encore, sur le plan de la coordination générale, l'ARS est mise au courant immédiatement quand on a ce type de suspicion, de façon à pouvoir assurer tout un tas de choses auxquelles nous, on ne pense pas nécessairement, et pouvoir coordonner bon nombre de choses qui sont absolument nécessaires pour la prise en charge globale des patients. Enfin, on travaille avec les gens de la COREB, donc avec les infectiologues des ESR nationaux. Il y a une journée annuelle auquel on participe, Bernard, nous également, qui est organisée à Paris. Eux sont venus sur site à Marseille, en particulier pour les problématiques pédiatriques début septembre, et puis un petit peu plus tard pour visiter un petit peu notre organisation. Voilà, donc je vais désormais repasser la parole à Bernard pour finir sur la partie biologie et finalement les missions actuelles de l'ESR national pour la biologie. Merci, oui. Donc en 2004, il a été décidé de faire ces établissements de santé de référence, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de référentiel, c'est-à-dire qu'au départ, n'ont pas été définis ce qui devait être fait par chaque laboratoire dans les établissements de santé de référence. Alors pour justement créer ce référentiel, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place au ministère de la Santé. Donc pour la PHM, ça a été fait avec Julien Andrénani, Nathalie Wurtz et moi-même. Donc on est allé plusieurs fois là-bas pour faire ce référentiel. Il faut savoir que ça fait suite à un premier référentiel qui avait été avorté. C'est-à-dire qu'il y avait une tentative en 2015 d'essayer de faire un référentiel. C'était coordonné par le professeur Audrey Mérens du service de santé des armées. Il y avait 400 référents. Et donc pour la PHM, c'est Nathalie qui s'était occupée de la partie comment implanter un laboratoire de biologie dans un P3. Donc le but de ce groupe de travail, c'était de définir l'offre minimale de chaque ESR en termes d'analyse microbiologique, en termes d'analyse de biologie de base, et puis définir comment on organisait les astreintes. Alors juste nous, je vous montre ce qu'elle est notre astreinte chez nous. Vous voyez bien que nous, c'est couvert H24, donc 7 jours sur 7, et en bas vous avez le nom des biologistes, et puis vous avez le nom des techniciens qui s'en occupent, plus les personnes support. Bon, j'ai enlevé les numéros de téléphone. Donc pour la biologie de base, clairement, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire ? Les seules analyses qu'il est nécessaire de faire H24, 7 jours sur 7, sont uniquement les analyses de biologie, sauf on a rajouté juste la dengue et le palu. Donc il faut pouvoir faire la NFS, plaquette, iono à l'intérieur du laboratoire. Vous verrez qu'il n'y a pas la coagulation, par exemple. La coagulation n'a pas été mise dedans, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc on est capable de faire palu, dengue. On ne sait pas pourquoi on l'a mis là-dedans. Et là-dedans, il n'y avait pas de précision technique. À la réunion qu'on a là, ce jeudi, on va discuter de quoi utiliser. Globalement, on a eu les réponses des CNR. En gros, le CNR palu, ils ont dit, vous prenez ce que vous voulez. Donc c'est relativement simple. Hein. Voilà. Et on doit être capable de faire la gazométrie. Alors chez nous, à l'IHU, en fait, on fait tout 24 heures sur 24, y compris la coagulation. Le palu dengue, donc on fait des TDR, un TDR plus un système de PCR. Donc la plupart du temps, on a toujours deux systèmes. Et pour la gazométrie, donc on avait ces systèmes iStat, mais qui sont un peu fragiles, quoi. Et donc bientôt, donc, grâce à Bruno Lacarelle, nous allons obtenir un automate de gazométrie. Puis on est relativement bien équipé pour la biologie moléculaire, puisqu'on a 2 sortes d'extracteurs et un QS5 qui permet de faire le reste des analyses par PCR. Alors le mystère de la coagulation, j'ai jamais très bien compris. Alors après, est-ce qu'on a besoin de coagulation pour recevoir un patient qui a une fièvre hémorragique ? Moi j'ai appelé les réanimateurs, ils m'ont dit c'est pas indispensable, mais c'est quand même plus confortable, et puis surtout, les patients comme ça, ils peuvent avoir des complications de réanimation, et là on peut en avoir besoin. Alors pourquoi la coagulation n'avait pas été mise dans le référentiel ? Parce qu'ils ont posé la question au groupe de réflexion de
d'hémostase. C'est-à-dire c'est des gens qui font de l'hémostase, ils leur ont demandé est-ce qu'on peut faire de l'hémostase dans un P3. Et eux, qui ne sont jamais rentrés dans un P3, ils avaient un avis sur la question. Et ils ont dit non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas centrifuger dans un P3. Tous les gens qui sont ici savent que c'est bien sûr, on centrifuge tout dans des P3. Donc pour rappel, on avait installé notre système de coagulation en 2003. Donc ça fait 20 ans qu'on fait la coagulation dans le P3. Et donc pour ceux qui ne savent pas, ou qui ne connaissent pas bien, quand on veut centrifuger, on met les tubes dans des godets. Donc les godets, ils sont étanches. On centrifuge. Si jamais le tube est cassé, c'est pas grave, puisqu'on va emmener le godet dans le PSM, là où il est en sécurité, et là on va ouvrir le tube. Donc si jamais le tube est cassé, de toute façon on ne sera pas contaminé. Donc il n'y a aucune contre-indication à faire de la coagulation. Et donc nous on a ce nouveau système là, puisqu'on l'avait changé, c'était l'ARS qui nous l'avait acheté, hein, tu te rappelles, Philippe, voilà. Donc on a ce système pour faire, donc on peut faire de la coagulation et on peut centrifuger. Donc la conclusion c'était extraordinaire, c'est-à-dire seul le laboratoire de l'IHU de Marseille, avec ses 1000 m2, peut faire de la coagulation. C'est pas vrai, hein, c'est-à-dire il y a, nous, tout le labo, tout ce qu'on fait la biologie courante, ça tient dans 10 m2, c'est un mensonge. Après, pour les autres analyses, donc on est supposé être capable de faire des hémocultures, faire de la bactériologie courante, en imaginant qu'un patient soit hospitalisé pour une fièvre hémorragique et qu'il reste longtemps, mais il faudra lui faire des hémocultures, des ECBU, et ça il faut être capable de le faire. Donc pour faire ça, on est entièrement équipé pour faire la bactério à l'intérieur du P3. Pour les hémocultures, on serait un peu plus embêté. Il va falloir qu'on fasse une analyse de risque. Moi, l'analyse de risque, je ne sais pas. En gros, je ne sais pas ce qui est pertinent. C'est ce qui est le mieux. C'est de mettre le flacon d'hémoculture dans notre petite étuve, dans le P3. Ou alors, est-ce que c'est plus pertinent de le mettre dans l'automate, puisque les flacons, quand même, ils ne pètent pas, de le mettre dans l'automate, et s'il sonne, de le monter dans le P3. Il faut qu'on fasse une analyse de risque, ça. Je ne suis pas entièrement décidé. En revanche, pour identifier ce qu'il y a dans l'hémoculture, on a des systèmes de type BCYD, des panels BioFire, en gros, qui, par un système PCR, identifient tout ce qu'il y a dans l'hémoculture, et puis de toute façon, on va repiquer sur gélose, on peut identifier les colonies dans le Malditov qui est là-haut, et faire des antibiogrammes tout de la même façon là-haut. Après, pour la détection des micro-organismes. Alors, pour la détection des micro-organismes, après discussion avec le Centre national de référence des fièvres hémorragiques, le CNR des fièvres hémorragiques ne veut pas que les centres périphériques puissent faire le diagnostic des fièvres hémorragiques. Donc en théorie, on n'est pas supposé le faire, parce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est vrai, quand on a fait l'exercice, il faut reconnaître qu'on a eu des résultats dans des temps qui étaient corrects. Sauf que, un an avant, on a eu une alerte comme ça, et donc quand il y a eu l'alerte, j'ai contacté le transporteur, et il y a toujours des impondérables. C'est-à-dire, j'ai contacté le transporteur, et l'assistance publique avait changé le marché sans nous prévenir. Et donc le type, il me dit, ah non, mais moi je ne peux pas vous le transporter. Et là, je me suis retrouvé, et j'avais personne pour me transporter le tube. Donc à la fin, c'était une fausse alerte, donc ça s'est réglé, mais ça veut toujours dire qu'il vaut mieux être capable de se débrouiller tout seul. En pratique, si on reçoit une suspicion de fièvre hémorragique, bien évidemment, on va envoyer tout de suite au CNR, mais en local, on peut faire le test, et on le fait, en gros, tout ce qu'on fait, nous ici, en termes de REB, on a toujours deux techniques différentes. C'est-à-dire que si on fait, moi je veux tester le Ebola, Ebola, je vais le tester par deux systèmes de PCR différents, des systèmes validés. En gros, on va faire Altona et BioFire. Enfin, pour Ebola, on a même trois. Voilà. Mais il y a toujours au moins deux systèmes de détection. Ensuite, pour les autres virus, donc vous voyez, il y a un certain nombre de virus qui doivent être détectés. Il n'y en a aucun qui est détecté H24, 7 jours sur 7. Le seul qui est détecté un peu plus que les autres, c'est Crimée-Congo, parce qu'on sait que ça commence à représenter un risque en France. Et donc le Crimée-Congo, il est détecté tous les jours, mais que 8h, 18h. Donc ça ne peut pas être fait la nuit. Encore une fois, ici, dans l'IHU, on va tester tout 24 heures sur 24. Et la plupart, vous voyez, c'est-à-dire c'était tout ce qui est avec des étoiles. En pratique, c'est testé là aussi par deux techniques différentes. Donc, si vous voulez, par deux techniques différentes, ce ne serait vraiment pas de chance qu'on soit à côté. Et puis juste pour dire, pour le MERS-CoV et pour les poxvirus, en plus de faire des analyses, nous en plus on a les autorisations pour le cultiver. Donc on a les autorisations ANSM pour cultiver ces virus. Pour ce qui est des bactéries, pareil, là on fait tout H24, tout est inoculé par culture, et en plus bien évidemment on les détecte par de la biologie moléculaire, là encore par deux systèmes
2 systèmes différents, et en plus on a le droit tous de les cultiver, puis de les repiquer, c'est-à-dire parce qu'on a donc de faire les antibiogrammes, parce que si on n'est pas autorisé, on ne peut pas faire les antibiogrammes. C'est ce qui est arrivé par exemple à Bordeaux, ils ont isolé un Biochlordaia pseudomalei, ils ne pouvaient pas faire l'antibiogramme, donc ils nous ont envoyé la souche et on a fait l'antibiogramme ici. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils nous l'ont renvoyé une deuxième fois, parce que entre-temps la souche était devenue résistante. Ouais. Donc c'est l'intérêt d'avoir les autorisations pour manipuler ce genre de bactéries et quand on est un ESR. Donc juste quelques remarques, juste pour vous dire que donc pour nous ça n'a pas été très dur de nous adapter au référentiel, parce que d'abord on travaille ça depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans on fait ça, donc on sait un petit peu comment ça marche, on a su s'adapter, on a acquis progressivement du matériel au cours des années, on s'est toujours équipé, on a fait toujours une course à l'équipement qui permet que de toute façon on soit très bien équipé. On a regroupé la microbiologie sur un seul site, c'est-à-dire qu'un petit CHU ne peut pas faire ça. C'est-à-dire si vous avez une offre de microbiologie qui est éclatée, même dans une grande ville, vous êtes éclaté en 3 ou 4 zones différentes, c'est pas possible. Vous n'arrivez pas à faire une astreinte comme ça, une garde comme ça. Donc il faut tout regrouper au même endroit pour avoir un effet de masse. Ce qui était bien aussi, c'est d'arriver à faire une UF qui est spécifique à tous les gens qui travaillent dans le P3. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans le P3, il y en a un qui va faire les BK, d'autres qui va faire la culture cellulaire des virus, un qui va faire la culture des rickettsies. Peu importe, tous ces gens-là, ils sont capables de prendre, ils savent inoculer une gélose, ils savent identifier une colonie, ils savent faire une PCR, une extraction. Donc c'est des gens qui ont cette capacité à mêler plusieurs techniques. Juste là, pour celui-là, c'est pas mal, quoi, puisque finalement, quand on a eu à la fin de l'été, on a eu notre premier de Mpox Clade B, on l'a détecté bien évidemment en PCR, ça va faire en 2 heures, on avait fait la PCR et on a fait le typage, mais en 48 heures, on a fait le génome à l'intérieur du P3. Voilà. Et donc ça montre bien que on peut avoir des analyses qui sont obtenues très rapidement, y compris le séquençage génomique. À côté de ça, donc je vous dis, on est autorisé, on a des autorisations MOT, et moi sincèrement, je crois que tous les laboratoires d'ESR devraient obtenir au moins une autorisation MOT, parce que les autorisations MOT, c'est beaucoup de contraintes, mais il faut reconnaître quand même qu'ils nous aident à progresser en qualité. La NSM nous aide sur ça, c'est-à-dire ils sont emmerdants, c'est très ennuyeux, c'est très contraignant, les inspections à chaque fois c'est une période de stress, mais il faut reconnaître que ça nous a permis de progresser année après année au fil des inspections. Et puis en plus de ça, donc, je reste convaincu qu'il faut faire des exercices réguliers. Et donc les exercices, c'est des exercices biotox. Alors je suis content, cette année on était 100%, on était les seuls à avoir 100% bactériaux-viraux. Donc ça fait plaisir. Il y a les exercices du REB, il y a les fausses alertes. Des fois, vous savez, on me demande je sais pas Bernard, je sais pas si on le fait. Ça entraîne le personnel à venir lors des astreintes, à manipuler. Ça c'est très important. Et juste un enseignement, des exercices, des trucs qu'on ne peut pas prévoir. Typiquement, on faisait les analyses, notamment de biochimie, dans un petit laboratoire qui est dans le P3, qui est dans le service de Jean-Christophe. Voilà. Et donc, les techniciens passent les trucs régulièrement dans ce laboratoire et tout se passe bien. Et le jour où on a fait l'exercice REB, il faisait une chaleur d'enfer, c'était en septembre, il faisait très chaud, et l'appareil de biochimie, il ne voulait pas marcher parce qu'il avait trop chaud. Voilà. Donc c'est des trucs ça, si on ne fait pas des exercices, on ne peut pas détecter ça. Donc ça va nous faire changer l'organisation de la prise en charge de la réalisation des analyses, justement grâce à l'exercice. Si on n'avait pas fait l'exercice, on serait passé à côté. Voilà. Donc les évolutions en cours, on est capable de faire du NGS dans le P3. Pour le moment, on n'est pas capable de le faire H24, 7 jours sur 7. Mais peut-être on va y arriver. Il y a d'un côté les techniques qui s'améliorent, les techniciens qui commencent à se former, peut-être on y arrivera un jour. Et puis, dans mon idée, à la fin, j'aimerais bien demander les autorisations MOT pour tous les acides nucléiques de fièvre hémorragique virale. Attention, on ne va pas les manipuler, mais même pour avoir les acides nucléiques, il faut des demandes spéciales. Mais ça permet de travailler, de s'entraîner, éventuellement d'aider les autres. Voilà. Et je crois que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.